Et sachez que plusieurs pays d'Europe, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Portugal, la Belgique ou encore la France ont convoqué les ambassadeurs d'Iran pour dénoncer la répression des manifestations à Téhéran. Des diplomates aussi sont convoqués par les autorités, notamment l'ambassadeur de France. Et alors que Washington évalue toutes les options, y compris militaires, contre le régime iranien, Donald Trump a d'ores et déjà annoncé la mise en place de nouveaux tarifs douaniers, 25% supplémentaires pour tous les pays qui commercent avec Téhéran. Qui est potentiellement concerné? Réponse avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Alors pour commencer, est-ce que l'on sait précisément comment le président américain compte s'y prendre pour surtaxer ces pays qui entretiendraient des relations commerciales avec Téhéran? Eh bien, tout est dans le message de Donald Trump diffusé sur son réseau social. Cette nouvelle taxe à effet immédiat s'appliquera à tous ceux qui commercent avec l'Iran et avec les États-Unis en même temps. 25% supplémentaires seront imposés à leurs exportations à destination des États-Unis. Alors Donald Trump agit une fois encore en vertu de l'IEEPA pour l'International Emergency Economic Powers Act. Cette disposition permet au président américain de prendre des mesures d'urgence et sans l'aval du Congrès en cas de menaces extraordinaires qui relèvent de la sécurité nationale. Et d'ailleurs, la Cour suprême, qui a été saisie par des entreprises, mais aussi par une douzaine de pays, pourrait se prononcer sur la légalité des taxes douanières prises par Donald Trump en début de son mandat lors d'une audience demain, c'est-à-dire ce mercredi 14 janvier. Et quels seraient les pays concernés ? Alors, selon le Fonds monétaire international, 154 pays ont des liens commerciaux avec l'Iran. Parmi ces pays, il y a ceux qui échangent de gros volumes. C'est le cas de la Chine, de l'Inde, on va le voir, mais également de la Turquie et de la Russie. Mais il y a aussi la totalité des pays de l'Union européenne, le Canada, tout comme l'Australie. Vous voyez, le champ est vaste. Alors, pays membre de l'OPEP, l'Iran exporte principalement son pétrole via le détroit d'Ormuz. Sa production est estimée à un peu plus de 3 millions de barils par jour. Et son principal client, eh bien, c'est de très loin la Chine qui achète 80% de son brut, mais avec une belle ristourne de 8 à 9% par rapport au prix du Brent en Europe. Et quel est, au juste d'émettre, le volume des échanges avec Pékin ? Alors, cette fois, selon la Banque mondiale, les exportations iraniennes vers la Chine s'élèvent à 22 milliards de dollars. Dans le sens inverse, la Chine vend pour 15 milliards de biens à Téhéran. Alors, la raison pour laquelle la Chine serait le premier pays impacté, c'est qu'en réalité, le volume de ces échanges avec les États-Unis s'élève, regardez, à 530 milliards de dollars en 2024. Eh bien, c'est ce chiffre qu'il faut regarder, puisque c'est sur ces volumes que seront imposés ces pays d'une surtaxe de 25%. La Chine, il ne faut pas l'oublier, est déjà taxée à 47,5% par l'administration de Donald Trump. Et puis, deuxième pays le plus impacté, on l'a vu tout à l'heure, l'Inde. Eh bien, ses liens commerciaux sont certes modestes avec l'Iran, à peine 1,5 milliard de biens échangés. Il concerne essentiellement l'alimentaire et les produits pharmaceutiques. Mais encore une fois, quand on regarde les volumes échangés entre l'Inde, New Delhi et Washington, eh bien là, on parle de 130 milliards de dollars. On passe à une toute autre échelle. Et puis, il ne faut pas croire que l'Iran est un pays fermé. Il est même très ouvert au commerce extérieur, à la fois pour écouler, on vient de le voir, son pétrole, mais aussi parce que le pays est très dépendant de l'étranger pour ses biens de consommation. Merci beaucoup, Demet. On poursuit cette page. Et d'ailleurs, toujours à propos d'économie, vous allez comprendre pourquoi. On va s'intéresser aux gardiens de la Révolution, piliers politiques, sécuritaires, mais aussi économiques. Donc, la cohésion de ce groupe, de ce corps est essentielle à la survie du régime iranien. Il est désormais scruté de près, en Iran comme à l'international. Alors, qui sont vraiment les gardiens de la Révolution? Florent Krebsek s'est penché sur la question. Ces images sont désormais quotidiennes dans les grandes villes iraniennes. Une foule compacte avance et l'on entend le bruit des armes automatiques. Des tirs attribués à des gardiens de la Révolution qui ont atteint mortellement ce jour-là 3 manifestants. L'histoire des gardiens de la Révolution commence très vite, après le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini et de la Révolution islamique. Le nouveau maître des lieux n'accorde qu'une confiance limitée à l'armée iranienne, celle qui a servi sous le Shah, allié des États-Unis. Le nouveau dirigeant décide de créer une autre armée. Ces gardiens de la Révolution, appelés également Pasdaran, jurent fidélité au régime et au guide suprême.
Près d'un demi-siècle plus tard, ces pasdaran sont toujours là, protégeant le même régime et ses préceptes politiques et religieux. Cette armée est moins fournie que l'armée régulière, mais elle est considérée comme un groupement d'élite. Régulièrement, la télévision iranienne diffuse les manœuvres de ces unités déployées en Irak dans les années 80 ou plus récemment en Syrie. Des démonstrations de force comme cette impressionnante collection de drones entreposés dans un immense souterrain. Mais récemment, des cadres des gardiens de la Révolution ont payé de leur vie cet engagement à la République islamique, comme Hossein Salami. Le commandant en chef des corps des gardiens de la Révolution a été tué par une frappe israélienne au mois de juin dernier. Au fil des années, pour s'assurer plus encore de leur fidélité, l'État a concédé à ces gardiens de la Révolution le contrôle de bon nombre de secteurs de l'économie du pays. Construction, agroalimentaire, télécom, les ports, les aéroports, l'énergie. Ils posséderaient la moitié des ressources pétrolières du pays. Un État dans l'État qui recrute à tour de bras. L'une de ces branches, les Bassidji, est notamment composée de jeunes paramilitaires. Certains d'entre eux sont en civil. La prochaine génération aura-t-elle encore à subir ce régime et son bras armé? La posture assurée de certains face aux caméras peut faire douter les plus optimistes. Et c'est tout le Moyen-Orient qui retient son souffle, à commencer par le Qatar. Selon Doha, toute escalade entre les États-Unis et l'Iran serait catastrophique. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane, Bonsoir. Éditorialiste TVC Monde. Qu'en est-il de l'Arabie Saoudite, grand rival de l'Iran? Écoutez, s'il y a un pays au monde qui ne souhaite pas la chute du régime iranien, c'est bien l'Arabie Saoudite. Et pourtant, vu la rivalité qui a fait le bonheur des caricaturistes et qui n'a cessé qu'en 2023, lorsque les Chinois ont réconcilié les deux pays, on pourrait penser que l'Arabie Saoudite devait boire du petit lait, se frotter les mains et attendre la chute de son rival. Pour l'instant, pas de historique. réaction officielle, mais elle inquiète? Il n'y a aucune réaction officielle. La presse est purement factuelle. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont des rivaux idéologiques, qui sont des rivaux géostratégiques, ont beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense en cas, et ces points communs ressortent en cas de péril. Ce sont des pays, l'Iran a une très forte minorité arabe qui a été longtemps soutenue par l'Arabie Saoudite pour son indépendance. Il y a des chiites en Arabie Saoudite, 1/5 de la population, que l'Iran a souvent manipulé. Déjà, rien que par cet aspect, il y a un échange entre les deux. Ensuite, ce sont deux puissances pétrolières dont la prospérité dépend du cours mondial de l'or noir. Donc tout cela fait que les deux pays, bien que, comme je le disais, bien qu'ils étant des rivaux religieux et géopolitiques, ont trouvé chacun la justification de son maintien dans l'opposition à l'autre. Ouais. Les deux ennemis ont fini d'une certaine manière par se ressembler. Donc Riyad ne veut pas d'intervention militaire américaine en Iran? Surtout pas. Imaginez en cas de guerre, qu'est-ce qui se passerait? L'Iran a dit, et ça paraît de bonne guerre, qu'en cas d'attaque américaine ou israélienne, l'Iran considérerait comme des cibles légitimes toutes les bases militaires dans la région. Et on a dans les Émirats, en Arabie Saoudite, à Bahreïn. D'autre part, si le régime tombe, que deviendrait l'arsenal nucléaire? Il y a des centaines de kilos de plutonium, d'uranium enrichi, des milliers de missiles balistiques, y compris des missiles hypersoniques, des drones. Que vont-ils devenir? Voilà pourquoi je dirais que, sans jeu de mots, Mohamed, que les deux régimes se tiennent par la barbichette et aucun ne souhaite la disparition de l'autre. Merci beaucoup, Slimane.